avait un slogan absolument incroyable qui était on va faire un numéro spécial le dimanche. On va ouvrir une capote avec chaque numéro. T'imagines la tête de mes parents, j'avais des milliers de préservatifs dans ma chambre. T'as l'arrêt de bus, 5 minutes que t'attends le bus, il devait arriver il y a 5 minutes. Pas de bus, il reste pas 5, 10 minutes, 15 minutes de plus. Et t'es convaincu que plus tu attends le bus, plus il y a des chances que le bus arrive. Absolument pas. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast Le Parcours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Nasrat Latif. Donc Nasrat, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais je t'en prie, Oscar. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ton parcours. Alors pourquoi m'être intéressé à ton parcours, parce que j'ai trouvé ton parcours hyper inspirant, honnêtement, d'un premier abord, déjà sans savoir qu'après il y avait la partie politique et autres qui allait venir encore alimenter ce parcours-là. Et je trouvais très inspirant par rapport à toutes les étapes et puis par rapport aussi à mettre en avant un peu ce que ce pays, comme on en parlait en off tout à l'heure, fait de mieux, c'est-à-dire donner la possibilité à tout et à chacun de pouvoir finalement réaliser leurs rêves ou en tout cas atteindre les objectifs qui se sont fixés durant le parcours de vie. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, ils doivent pas être beaucoup, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, explique-nous un petit peu, si je peux me permettre, depuis le début de ton histoire jusqu'à, au fur et à mesure, je poserai des questions, t'inquiète pas. Très bien. Bon, merci pour l'intérêt. Je vais la faire courte. Je vais essayer. Donc, Nasrat Latif, j'ai 39 ans, né à Kaboul, en Afghanistan, arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans. Et là, bon, parcours assez classique, avec un intérêt assez précoce pour tout ce qui est médias. Gymnase, sciences politiques à Lausanne. Et puis assez rapidement, déjà à l'âge de 13 ans, justement, j'ai débuté l'aventure journalistique, si on veut, avec la création de mon journal, qui était le journal de ma classe, puis de mon école, puis des écoles et des gymnases vaudois. J'ai fait ça de mes 13 à mes 19 ans. Et puis ensuite, autre élément marqueur, ça a été Fréquence Banane, qui est la radio universitaire à Lausanne, que peu de gens connaissent, mais Fréquence Banane avait un slogan absolument incroyable qui était « Nous non plus, on ne vous écoute pas ». Qui montrait tout le positionnement éditorial justement de cette radio, une vraie révélation au niveau de la radio avec l'aventure Fréquence Banane. Donc là, j'ai fait sciences politiques et en parallèle Fréquence Banane. J'étais plus présent au studio de Fréquence Banane que dans les auditoires de cours, pour être tout à fait honnête, mais j'ai obtenu mon diplôme. Ceci n'empêche pas cela. En tout cas, en sciences humaines, peut-être que dans d'autres facultés, c'est un peu plus compliqué. Et puis ensuite, très rapidement, en fait, dans différentes rédactions radio et la rédaction en chef de ces radios, ça aurait été Lausanne FM, LFM, donc One FM à Genève, et puis ensuite la télé Vaud-Fribourg. Et aujourd'hui, je suis toujours journaliste indépendant et entrepreneur. J'ai ma société de production audiovisuelle, de conseil, et on se trouve justement ici dans les bureaux de mon agence Nocté Média. Tout à fait. Alors, déjà dans ton parcours que tu viens de raconter, il y a énormément de questions que je me pose. Donc, tu arrives d'Afghanistan par rapport à la guerre qu'il y a eu là-bas. Quand tu arrives en Suisse, comment ça se passe par rapport à... Alors, on va pas aller dans le détail forcément pour faire une interview de 4 heures, bien évidemment, mais j'entends... Moi, ça m'intéresse parce que je me dis qu'il y a vraiment passablement de gens qui, déjà, ne te connaissent pas, puis d'autres ont vécu forcément un lien, en tout cas, par rapport à... Alors, j'espère, quand je dis ont vécu la même chose, t'entends le fait de devoir s'exiler et venir en Suisse, voilà, oui. Exactement. Donc, c'était juste pour connaître un petit peu plus ce parcours. Comment ça se passe, ce changement-là pour venir en Suisse à l'âge de 5 ans? Alors justement, à l'âge de 5 ans, plutôt bien, forcément. Je pense que c'est beaucoup plus facile, ce parcours migratoire. Plus c'est jeune, plus c'est facile. En fait, donc pour moi, si tu veux, ce parcours migratoire n'a rien d'exceptionnel, et je le dois surtout, s'il y a quelqu'un qu'il faut saluer, c'est plutôt mes parents. Parce que là, ils avaient la trentaine, ils quittent finalement leur quotidien, leur vie sociale, leur vie professionnelle, familiale, pour aller dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec une nouvelle culture, une nouvelle langue. Donc, le vrai défi est plutôt pour les personnes adultes, finalement, en tout cas plus âgées, qui arrivent justement dans les pays dans le cadre d'un refuge. Donc, très brièvement, donc là, on est 1984. Moi, j'ai 4 ans à ce moment-là. On quitte Kaboul d'abord pour le Pakistan. On a fait 1 an dans un camp de réfugiés. Ma mère et mon frère. Mon père nous rejoindra plus tard, une fois qu'on est arrivé en Suisse.
pour situer peut-être au niveau historique, 1984, c'est après l'arrivée des Soviétiques. Ils ont envahi l'Afghanistan en 1979. Donc c'est à ce moment-là où la situation devenait être très compliquée et c'était quelques années avant la guerre civile. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait quitter le pays, sachant qu'on était un peu les derniers de ma famille à avoir quitté l'Afghanistan. Une grande partie était déjà partie au préalable plusieurs années avant, en lien justement avec l'invasion soviétique. Et puis là, une année de mes 4 à mes 5 ans au Pakistan, et puis arrivé à l'âge de 5 ans en Suisse, directement avec le statut de réfugié, puisqu'à l'époque, ce qui n'est d'ailleurs plus le cas maintenant, hein, mais à l'époque, on pouvait demander l'asile dans les ambassades suisses. Et là, je sais que ma mère a déposé une demande d'asile au Canada où on avait de la famille et en Suisse où on avait de la famille. La Suisse a répondu le plus rapidement et finalement c'est pour ça que ça s'est choisi, que la destination finale était la Suisse. Et pour répondre à ta question, encore une fois ça s'est bien passé puisque arrivé à l'âge de 5 ans, tu t'intègres finalement très facilement en comparaison si tu arrivais plus âgé. Oui. C'était au début peut-être la question du français, typiquement, moi je me souviens qu'encore jusqu'à mes peut-être 10-11 ans, je confondais les déterminants, le féminin, le masculin. Et puis peut-être aussi parce qu'il y a cette... on doit apprendre une nouvelle langue, fait que je m'applique peut-être plus dans la langue de Molière qu'un natif peut-être. Tout à fait. Par rapport au fait de venir en Suisse, quand tu arrives en Suisse, tu débutes la scolarité obligatoire normale ou tu passes par un cursus d'intégration, j'ai envie de dire. Alors je me rappelle, je vois pas très bien comment ça se passait à l'époque, mais non. Alors c'était là. Alors ça, c'est plus comme ça à l'époque. Mais à l'époque, c'était, il y avait première, deuxième enfantine. Donc moi, je suis arrivé à la deuxième enfantine. Donc c'était même avant l'école primaire. Oui. Donc en fait, non, il n'y a pas de programme d'intégration particulier. Voilà. Donc tu commences vraiment au tout début. À la base. Exactement. C'est juste une question d'intégration, je dirais, sociale avec les autres enfants. Mais toi qui as une jeune fille, tu sais très bien qu'on apprend extrêmement vite à cet âge-là. Alors que tu t'apprends en quelques mois ce que tu apprendrais en quelques années en tant qu'adulte, quoi. Ça, c'est vrai. Et du coup, par rapport à ta scolarité, je sais que tu es aussi venu avec un frère. Oui. En Suisse. Vous avez les deux, donc du coup, il est plus jeune que toi. Il a 18 mois de moins que moi, ouais. Donc du coup, vous avez intégré les deux la scolarité oui. À Lausanne. Donc ton parcours scolaire se passe comme tout enfant heureux de suivre le parcours scolaire. Tu dis assez vite t'intéresser par peut-être pas l'écriture, mais en tout cas par ce côté littéraire, parce que tu dis que tu lances un magazine à l'âge de 13 ans. Mm-hmm. Alors je me suis renseigné un petit peu par rapport à ça. Il y a un fait qui m'a marqué, c'est le fait de t'intéresser aussi vite à la littérature, ou en tout cas à vouloir écrire. Comment ça se fait? Cet intérêt, il vient d'où? Alors, plus que l'intérêt pour l'écriture, c'est plus l'intérêt, je pense vraiment pour le journalisme. Et l'écriture est venue comme un canal assez évident, finalement, pour exercer cette activité-là. Mm-hmm. D'où ça vient, je pense il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est que forcément, quand tu viens d'où je viens, c'est-à-dire un pays en guerre, tu es confronté très jeune, finalement, à une certaine réalité. Donc, très jeune, je pense aussi, tu as envie de comprendre un peu ce monde des adultes. Et ça passe, en tout cas pour moi, c'est passé par le journalisme. Et le déclencheur, si on veut, pourquoi le journalisme n'est pas un autre vecteur, parce que ça aurait pu être autre chose, je pense que c'est Tintin. Parce qu'arrivé en Suisse, je découvre chez Maman Aventure les aventures de Tintin, et je me dis, mais c'est incroyable, c'est génial, de pouvoir exercer, sans savoir que c'était le métier de reporter, en l'occurrence à ce moment-là, mais de pouvoir d'avoir cette vie-là, finalement, de faire parcourir le monde et puis d'informer en quelque sorte. Et voilà, ces deux éléments, le fait de me dire, voilà, je voyais avec beaucoup d'intérêt la vie de Tintin, et de l'autre, ce besoin d'expliquer le monde. Les deux rassemblés, ça m'est paru évident que ce serait à travers le journalisme. Et puis, une fois qu'on fait ce constat-là, finalement, à l'âge de 13 ans, à ce moment-là, le plus simple et plus évident, ça reste l'écriture, parce que c'était assez compliqué de partir sur la radio. Il y avait la vidéo, on n'en parle même pas à cette époque-là, début des années 90. Donc finalement, ouais, ça s'est fait, milieu des années 90, ça s'est fait assez naturellement à travers un programme de mise en page, voilà, et une imprimante à la maison, c'est réglé. Mais du coup, c'est toi tout seul à l'école qui décide de lancer ce magazine, ou vous en avez discuté avec des amis, puis vous dites, ah, là, il y a un truc qui nous intéresse parce qu'on a finalement
quelque chose en commun au niveau du plaisir d'écrire ou alors du journalisme, j'ai envie de dire, ou c'est toi tout seul qui t'es dit, ben voilà, je vais essayer de lancer quelque chose, puis finalement, comme tu dis, t'as ton logiciel, t'as l'imprimante, puis je me lance. Mais en fait, il n'y a pas de... Je pense que typiquement la question que tu poses est intégrée dans un cheminement de réflexion d'adulte. Quand tu es un enfant, et ce qu'on devrait d'ailleurs garder en tant qu'adulte, c'est tu te poses pas de questions. Non. Il y a quelque chose qui t'intéresse, tu as envie de le faire. Et d'ailleurs, peut-être que j'avance sur les éléments qu'on évoquera tout à l'heure, mais la clé pour moi de l'entrepreneuriat, c'est le mouvement. C'est le fait de faire. La question n'est pas tellement de est-ce que tu es au bon moment, est-ce que tu es dans le bon marché avec les bonnes personnes. Fais-le. Et en fait, on se pose beaucoup trop de questions. Donc, ce que j'essaye aujourd'hui encore de garder, c'est justement cette âme d'enfant, de dire, mais est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je peux le faire? Oui, bah, je le fais. Et puis, on verra bien. Donc, à ce moment-là, c'était juste, j'ai envie de le faire. Je peux le faire parce que j'ai un ordinateur, j'ai un logiciel qui me permet de faire ça. Je teste. Je fais quoi au début? Je fais d'abord sur les petites histoires de la famille. C'est une page, j'imprime, et puis au détour peut-être où j'ai invité un de mes copains à la maison, il voit ça, il dit ah c'est génial, on peut faire ensemble. Ok, on le fait ensemble. Et dès le moment où on le fait ensemble, bah c'est plus des histoires de ma famille. Qu'est-ce qui nous réunit et qu'on peut raconter? Bah forcément notre univers c'est la classe. Donc c'est comme ça que c'est venu en fait, petit à petit. Et dans la classe, d'autres copains, copines, voyant qu'on faisait ça à deux, bah on l'a fait à 3, à 4, encore une fois, sans se poser de questions. C'est juste l'envie de partager une aventure, sans non plus se poser la question, on le fait évidemment pas à cet âge-là, de pourquoi je le fais, où ça va me mener. Totalement, c'est le plaisir à l'instant T. Exactement, ouais. C'est ça. Et une fois que tu lances le magazine et puis que tu te mets à faire du journalisme, quelle est l'étape suivante finalement? Parce que les années passent, les études passent, et puis est-ce que le fait d'avoir lancé ce magazine pour faire du journalisme t'a orienté directement pour te dire bah c'est ça que je vais faire dans ma vie professionnelle, ou c'était juste tu t'es dit bah c'est un plaisir, c'est un hobby, puis j'ai pas envie d'en faire mon métier, mais par contre ça me plaît parce que c'est mon délire à moi, j'ai envie de dire, comme tu dis, insouciant un petit peu, mais finalement je veux m'orienter sur autre chose. Oui, alors j'aurais pas la prétention de dire que je faisais du journalisme à cet âge-là. Je faisais un fanzine, un petit magazine d'écolier, et c'est plus tard que c'est devenu du journalisme, parce que forcément avec la maturité, avec la formation aussi, et les intérêts fait que même dans ce cadre-là, on prend des codes professionnels. Au début, c'était pas du tout, je considère pas d'ailleurs que je faisais du journalisme. Pour moi, je m'amusais, encore une fois, et puis je racontais des histoires. Ça, c'était le point de départ. Puis ensuite, alors oui, assez rapidement, c'est quelque chose que je trouvais extraordinaire, en fait, dans le fait de, t'es constamment, en fait, tu acquiers des connaissances. Constamment. Toujours. Et, chose non négligeable, incroyable, tu rencontres des gens. Tous les jours. Tout le temps. Alors là, c'était pas tous les jours, évidemment, mais je me disais, mais attends, les gens qui font ce métier-là, ils font ça tous les jours. C'est des gens qui se lèvent, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce métier-là, c'est que, en tout cas pour ce que moi j'ai beaucoup pratiqué, c'est l'actu. Donc, ça veut dire que en radio ou en télévision, bah, tu te lèves le matin, en dehors des sujets mag, mais tu te lèves le matin, le 80% des sujets que tu vas traiter, ça dépend de la journée. Donc, tu débutes avec une feuille vierge, à la fin de la journée, cette feuille, elle est remplie, tu la griffouilles de partout. À la fin de la journée, moi, mentalement, quelque chose que j'aime bien faire, c'est déchirer cette feuille, la mettre à la poubelle. Et le lendemain, on recommence avec une feuille vierge. Donc, c'est une accumulation de connaissances basées sur la curiosité et de rencontres de gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment porté pour aller dans cette direction-là. Il y a un moment où je me suis posé la question de dire est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire? J'étais très intéressé par le monde de l'art. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire art visuel en option spécifique au gymnase. Pour la raison principale qui était que je comprenais pas ce domaine et que j'étais fasciné par les gens qui étaient fascinés devant une œuvre d'art. Je ne pouvais pas comprendre, peut-être parce que j'avais pas les codes au niveau culturel. J'avais peut-être pas le capital culturel comme disait Bourdieu pour vraiment comprendre ça, mais j'étais fasciné par les gens qui pouvaient rester des heures plantés devant un tableau. Vraiment, c'est quelque chose qui me dépassait. Et je me suis dit bon bah je vais essayer de m'intéresser à ça. C'est une période que j'ai adorée parce que voilà, j'ai découvert un nouveau monde. Et puis je me suis vraiment posé la question de me dire est-ce que je vais de l'avant, notamment avec un professeur Olivier Saudon qui m'a vraiment ouvert sur ce monde-là. Et à un moment donné, tu fais un choix. Tu dis bon bah
et mon choix, c'était soit le domaine de l'art, soit le domaine du journalisme. Je suis revenu à mes premières amours, qui était le journalisme, parce que même à ce moment-là, donc on parle de quoi, fin du gymnase, donc je devais avoir 16-17 ans. Même à ce moment-là, j'étais quand même assez rationnel. Pour le coup, je me dis bon, c'est un peu plus de sécurité et de sûreté de passer par le journalisme que par le monde de l'art. J'étais fasciné par ce monde de bohème, mais pas prêt forcément à assumer les conséquences au quotidien de ce monde-là. Et pour moi, la voie royale à ce moment-là, c'était sciences politiques, parce que ça reste un domaine assez large. C'est-à-dire que tu peux ensuite t'intégrer dans n'importe quel domaine professionnel assez facilement, et c'est un domaine d'études qui peut être très utile pour le journalisme. Donc voilà, je suis revenu à ce moment-là au niveau de l'université sur sciences politiques pour pouvoir justement, dans l'idée cette fois-ci vraiment de développer une carrière journalistique. Et puis ça s'est fait assez simplement. Et pour répondre à ta question aussi, parce que en Suisse on a une particularité, c'est que on peut intégrer ce métier de manière beaucoup plus, j'allais dire simple, c'est pas forcément simple, ça reste un métier difficile à intégrer, mais comparé à d'autres pays, il y a moins de critères. Je te prends l'exemple de la France. En France, il faut que tu aies bac+3, donc un bachelor, pour ensuite, sur concours, intégrer une école de journalisme, qui ensuite te donnera la possibilité d'avoir une carte professionnelle et d'intégrer une rédaction. En Suisse, théoriquement, il n'y a pas de prérequis de formation pour être journaliste. C'est très rare, mais théoriquement c'est le cas, c'est qu'il faut juste que un ou une rédactrice en chef accepte de t'engager comme stagiaire journaliste. Et au bout de X années d'expérience, tu as ton papier de journaliste. Donc ça veut dire que tu peux intégrer le métier de manière moins normative que dans d'autres métiers, ou pour exercer ce métier-là dans d'autres pays. Donc une fois que j'étais à l'université, que je découvre Fréquence Banane, en fait, assez rapidement, forcément, comme il n'y a pas d'école de radio, par exemple, en Suisse romande, forcément, tu intéresses beaucoup les rédactions, puisque tu fais déjà de l'antenne, tu es peut-être très mauvais, mais contrairement à tous les autres, tu fais de l'antenne. C'est ça. Et tu as déjà une expérience avec un studio, avec de la création de contenu. Et puis le fait de parler facilement, de pas avoir peur de parler, etc. Dans la partie journal, encore, je reste avec la partie journalistique, la partie magazine. Quand tu quittes le gymnase et que après tu vas à l'université, c'est ça? Tu continues dans l'écriture, vous refaites un magazine, ou tu pars directement sur la radio? Non, alors le magazine qui s'appelait le Mistral, le journal à 2 balles, qui coûtait 2 balles, s'est arrêté plus ou moins au moment où au milieu, à la fin du gymnase. Simplement parce que le groupe de copains avec qui j'étais, on partait tous dans des horizons différents. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé seul. Il faut là aussi un élément important, il faut lâcher prise à un moment donné. Oui, tu vois, c'est vrai. T'aimes bien faire un truc, c'était une expérience géniale, et quand même de 13 à 18 ans faire ça, c'est en termes d'espace temporel, c'est énorme. Je veux dire, c'est sur la durée de ta vie, c'est absolument phénoménal comme laps de temps durant lequel tu es impliqué dans ce projet-là. À un moment donné, il faut lâcher. Donc c'était à la fin du gymnase où ça, j'ai lâché le magazine que j'avais créé, mais par contre, j'ai intégré à l'université d'autres magazines, notamment l'Auditoire qui est bien connu, mais aussi et surtout le BIMS, qui était un journal que j'ai cofondé à cette époque-là avec d'autres camarades, qui était le journal de la faculté des lettres et des SSP. Mais c'est surtout en fait ma découverte du monde de la radio avec Fréquence Banane qui a fait que j'ai très vite à ce moment-là lâché le monde de la presse écrite, parce que le moment, enfin on va dire l'échange verbal, la radio a ça d'extraordinaire que tu es en contact direct avec l'intimité du public. C'est ça. C'est pas le cas avec la télévision, par exemple, avec la presse non plus, mais en radio, et c'est le cas aussi d'ailleurs avec les podcasts, quand tu parles, déjà t'as que la voix, en tout cas dans la version audio, je dirais audio et pure oui. de cette démarche-là. En fait, tu peux, contrairement à la télévision ou à la presse écrite, tu peux vaquer à tes occupations pendant que tu t'informes ou que tu te divertis avec l'audio. Donc ça veut dire qu'en radio, tu rentres dans l'intimité des gens. Surtout le matin, on dit souvent que la matinale en radio, c'est la radio dans la radio. En fait, les gens, ils font quoi le matin? Ils se réveillent, donc ils sont beaucoup plus à l'écoute de ce qui les entoure.
t'es plus à l'écoute et plus ouvert le matin que le soir, en règle générale. Mhm. T'as pas eu ta journée derrière toi. Et puis, tu te lèves, t'es peut-être dans ton lit, dans ta salle de bain, t'es peut-être en train de préparer les enfants, le petit déjeuner sur la route pour aller au travail, ou pour amener les enfants à l'école. Bref, en fait, c'est tous des moments d'intimité dans lesquels tu peux atteindre les gens. Et donc, tu as un lien avec le public qui est beaucoup plus direct. Et j'ai trouvé ça extraordinaire au moment où j'ai découvert justement ce monde-là. Il y a une anecdote que j'aimerais que tu me racontes un petit peu parce que j'ai lu ton livre et tu parles d'un avant et un après une sortie de magazine où vous avez parlé du VIH. Oui. Et avec un préservatif qui était mis avec le magazine et du coup ça a fait un peu le buzz. T'arrives à nous raconter un petit peu cette anecdote? Oui. Alors peut-être pour les plus jeunes, remettre le contexte, on était tout début des années 2000 ou 2001, donc on était encore vraiment dans cette période où voilà, le sida était vraiment très présent. Et il y avait beaucoup de campagnes de prévention. Et nous, on arrivait dans cet âge où on commençait à découvrir la sexualité. Donc on avait peut-être 15 ans par là autour. Et donc on s'est dit, on va, vu l'importance du sujet, et en plus nous on découvrait justement la sexualité à ce moment-là, on va faire un numéro spécial sur le VIH. Et on a vraiment fait les choses, je crois, même avec le recul, plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à avoir une information la plus complète possible, la plus diversifiée possible. Déjà, les prémices d'un vrai travail journalistique. On fait ce travail-là, et puis on s'est dit, allons jusqu'au bout. Et au-delà du numéro spécial, qui était un numéro de 36 ou 40 pages, on va offrir une capote avec chaque numéro, on joint le geste à la parole, si j'ose dire, et on contacte une association qui nous met à disposition des préservatifs. Et nous, on vend finalement nos magazines dans les écoles comme on avait l'habitude de le faire. Sauf que très rapidement, on nous a retiré de la vente ces magazines parce que, alors, je pense que c'était essentiellement parce qu'on n'avait pas forcément confiance sur le contenu proposé par des petits jeunes sur un sujet comme celui-ci. Et alors encore une fois, c'est une autre époque. Vous énervez pas les amis, mais on estimait que à ce moment-là, que le préservatif pouvait être considéré comme une sorte d'incitation à l'acte. À l'acte. D'accord. Non, mais je vous dis, c'était une autre époque. Alors ça, évidemment, c'est pas du tout officiel. La raison première, alors ça c'est aussi particulier parce que la raison officielle qu'on nous a donnée, c'est, alors que ça posait aucun problème avant, c'est que d'un coup on a fait ce numéro spécial avec une capote offerte, et la raison formelle pour laquelle on nous a interdit de vendre et dans les écoles et dans les gymnases, c'est qu'il est interdit de vendre un produit. D'accord. Ça c'est la raison officielle. Ok. Bon, nous, évidemment, c'est tout un travail en amont qui a été fait. C'est extrêmement frustrant. Bon, premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler des journalistes, un journaliste en l'occurrence, pour lui expliquer la situation. Et puis on a plutôt bien fait parce que déjà on avait des exemplaires on avait imprimé des exemplaires. Moi j'avais chez moi dans ma chambre, t'imagines la tête de mes parents, j'avais des milliers de préservatifs dans ma chambre. Et il fallait quand même les écouler. Moi tout seul je pouvais pas, évidemment. Et blague à part, sur le principe c'était pas possible. Donc on a contacté, c'était un journaliste de 24 heures, et puis on fait l'interview. Ça a pris une petite heure à la Tourte à Média, et puis en fait le lendemain on se retrouve à la une de 24 heures. On avait une pleine page aussi dans Tribune de Genève, et puis à l'époque j'écoutais Énergie Léman, ils en parlent dans les titres. J'apprends que la première, on parle aussi, on est invité à une émission de télévision sur la RTS à l'époque qui s'appelait Magellan Hebdo. Les plus anciens s'en rappelleront peut-être. Voilà, donc en gros, il y a eu vraiment un mouvement autour de ce numéro spécial qu'on a dû refaire des tirages. Donc en fait, c'était typiquement l'effet Streisand. Barbara Streisand, on censure quelque chose, parce que c'était pas autre chose que la censure à ce moment-là. Et puis ça a fait vraiment parler non seulement du journal, mais aussi de l'équipe. Et puis on a sorti plusieurs milliers d'exemplaires en plus. Et puis forcément, dans le petit microcosme du journalisme et des médias en Suisse romande, c'est clair qu'une initiative comme celle-ci, tu te fais remarquer. Donc assez rapidement, en fait, dès le moment où tu acquiers quelques compétences dans le métier, tu as plus facilement accès à un emploi, disons, dans ce domaine-là, ce qui était mon cas peu après mon entrée à l'université. J'ai un sujet qui m'intéresse par rapport
au fait que, comme tu l'expliquais cette première partie de ta vie, où tu arrives en Suisse, tu apprends la langue, jusqu'à 10-11 ans, ben, tu arrives encore à mélanger des mots, etc. Finalement, tu te lances quand même dans le journalisme. Alors, encore une fois, c'était pas du journalisme, mais dans les prémices de ce que pouvait être le journalisme, etc., etc. T'avances, tu fais un magazine, tu vas à l'université, tu te mets encore à faire des magazines. Ce côté un peu entrepreneuriat, ce côté à vouloir, même si c'est inconsciemment parce qu'on est jeune puis qu'on a quand même envie de faire un peu ce qui nous plaît, mais avec le recul nécessaire pour ne pas faire n'importe quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est des valeurs que tes parents t'ont inculquées? Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Est-ce que par rapport à ce côté, on avance, on surmonte, on lâche rien, etc. Pourquoi ma question? Parce que quand je lis le parcours de ton papa, je me dis, moi en tout cas, ça serait hyper inspirant. Alors, inévitablement, ça l'a été pour toi, mais est-ce que il y a le faire, parce que c'est ce que moi j'ai comme valeur, et il y a le transmettre à mes enfants par le biais de l'enseignement ou des valeurs, des discussions familiales, etc. Enfin, du fait de passer ces valeurs-là. Bon, initialement, ta question à la base est plutôt, c'est la fameuse histoire de l'œuf ou de la poule. Hein. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ou tout autre état d'être finalement. Dans mon cas, je pense que c'est beaucoup plus prosaïque. Enfin, comment moi je vois le parcours de mon père qui a été brièvement, hein, lui, il a été emprisonné. On n'avait plus de nouvelles de lui pendant 1 à 2 ans. Il nous rejoint en Suisse. Il refait, en fait, il était chirurgien en Afghanistan, il refait l'intégralité de ses études. On commence par le gymnase. C'est là où je voulais en venir, exactement. Pour pouvoir exercer ici en Suisse. En fait, la question n'est pas tellement de discussion haute, c'est l'exemple. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le perçois. Mon père ou ma mère, d'ailleurs, hein, ou d'autres figures. Quand tu es enfant, c'est quelles sont finalement les figures d'autorité qui t'entourent et quels exemples ces figures te renvoient, en fait. Et c'est clair que même si tu comprends pas forcément tout, moi, par exemple, j'ai souvenir de mon père quand on était arrivé en Suisse quelques années après, où il a repris ses études de médecine. En fait, nous, on le voyait pas. Il était totalement absent parce qu'il était en train d'étudier à l'université. Et forcément, tu comprends que sur le moment, tu sais pas forcément pourquoi tu as envie de voir ton père, il est pas forcément présent. Et puis, plus tu grandis, bah, tu comprends pourquoi il était si peu présent. Et tu comprends quels sont peut-être les sacrifices qu'il a fait pour pouvoir, finalement, au final, pourquoi? Pour assurer, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, c'est pour assurer pour ses enfants une situation qui, selon lui, devait être convenable et pour assurer un futur à ses enfants. Donc, dès le moment où tu as cet exemple-là, bah, je dirais que la moindre des choses, c'est une question de respect, c'est d'essayer, à minima, de suivre un peu cet exemple-là. C'est tout. Et c'est plus une inspiration qu'autre chose. Donc, encore une fois, t'es pas forcément dans la réflexion de te dire, allez, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est plus de l'instinct et du feeling. Et c'est vrai qu'en tant que parent, en tout cas, moi, j'ai toujours été frappé, je le vois encore aujourd'hui, mes parents n'ont jamais été fermés à des choix que l'on pouvait faire dans notre vie. C'était toujours, bon, ils nous disaient s'ils n'étaient pas d'accord, ils nous le disaient, mais ils n'allaient pas me dire, moi, à mon frère ou ma sœur qui est né en Suisse plus tard, clairement, ils nous faisaient comprendre qu'ils n'étaient pas d'accord avec nos choix, mais ils nous interdisaient absolument pas de faire ces choix-là. Ils voulaient juste s'assurer que c'était un choix qui était fait en conscience. Ils nous informaient du fait qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils nous laissaient faire ce choix, nous laissaient faire les erreurs. Et je pense que c'était extrêmement précieux dans ce cadre-là. Donc voilà, il n'y a pas tellement de réflexion, c'est plus de dire, bon, bah, c'est une question de volonté, et c'est une question aussi, encore une fois, de mouvement. Tu vois, fais-le. Et puis, si ça marche pas, il y a plein de choses que j'ai faites qui n'ont pas marché, ben tant pis. Mais au moins, qu'est-ce que j'en ai retiré, et qu'est-ce que j'en fais par la suite pour d'autres activités. Il y a plusieurs choses. Le côté où, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a ce côté où ton papa a dû venir dans un autre pays, ne pouvait pas exercer en Suisse, donc a dû reprendre les études. On aurait très bien pu se dire, non mais
c'est bon, je me remets pas à étudier à l'âge que j'ai, je vais faire autre chose, etc. Donc lui, il s'est remis à étudier, il réussit, et derrière, il inculque aussi, parce qu'il y a aussi ces valeurs là qui vous transmet, parce que une chose, c'est aussi, parce que j'essaie de faire le parallèle avec les différents autres personnes qui ont eu peut-être un parent hyper inspirant, mais que finalement hyper inspirant dans l'idée de je me suis beaucoup sacrifié, j'ai tout fait pour vous et je ne veux pas que vous viviez la même chose que moi, tu vois. Et du coup, là, il y a eu aussi le fait de passer cette volonté de finalement par les valeurs, sans forcément dire c'est bien, c'est mal, par les valeurs, de vous amener à la réflexion. Et puis, du coup, sans vous interdire. Donc, c'est vraiment des bonnes valeurs, j'ai envie de dire. Et je dis pas qu'il y en a des bonnes ou des mauvaises, mais par rapport à ce que je perçois, il y a quand même une passation, j'ai envie de dire, qui est extrêmement positive. Par rapport à tes études, donc tu finis l'université et par la suite, c'est quoi la suite? Alors ça, c'est la beauté aussi d'un pays comme la Suisse où tout n'est pas forcément linéaire en termes de choix de carrière ou d'études. Quand je te disais tout à l'heure, mes parents étaient pas forcément d'accord avec mes choix, mais ils les respectaient. C'est typiquement, j'entre à l'université et donc sciences politiques, je suis en 3e année, il me reste un semestre. Et là, j'ai une proposition pour, donc j'étais déjà, ça faisait un an et demi que j'étais pigiste sur LFM. Donc pigiste, c'est des journalistes payés à la pige, donc t'es payé à l'heure. En gros, c'était pour faire des flashs d'informations sur Lausanne FM. Donc ça, c'était mon job d'étudiant. Et puis au bout d'1 an et demi, la direction de la radio me propose d'être rédacteur en chef adjoint. Et moi, j'ai pas fini l'université. À ce moment-là, j'ai 21 ans ou 22 ans. On me propose ça. Pour moi, la question ne se pose pas. Donc, évidemment, ce choix-là impliquait que j'arrête mes études. Et donc, moi, la question n'était pas à ce moment-là de dire comment est-ce que mes parents seront d'accord ou pas. C'était, forcément, t'as 21 ans, tu dis plutôt est-ce que ça va passer. Donc, c'était plutôt, je vais annoncer ce choix-là à mes parents. Je voyais dans le regard de mes parents, surtout de mon père, un peu de déception, parce que mais je suis issu d'une famille universitaire, mes 2 parents ont fait l'université, et surtout dans un pays comme l'Afghanistan, l'université est un passage incontournable et indispensable si tu veux réussir ta vie. Si t'as pas l'université, tu peux pas aspirer à un métier qui te permette d'être honorable aux yeux de certains. Donc c'était assez compliqué pour eux de voir que leur fils arrête si près du but. Mais bon, ils m'ont posé la question 50 fois, t'es sûr vraiment? Et je leur ai juste expliqué qu'en fait, c'est une opportunité exceptionnelle. Et je savais déjà que dans le métier de journaliste, c'est pas le papier qui faisait la différence, c'est l'expérience et c'est ton engagement. Donc je leur ai expliqué ça. Et ils m'ont dit si tu sais ce que tu fais, fais-le. Mais sache que nous, on n'est pas vraiment très chaud à cette idée-là parce que les études, c'est quand même important. Bref, et sachant quand même que justement j'ai terminé les études quelques années plus tard, parce que très rapidement, mais pour pouvoir avoir ton diplôme, en l'occurrence le bachelor à ce moment-là, t'as 5 ans pour terminer. Donc là, je suis parti, j'ai fait mon activité, et quand j'étais rédacteur en chef de One FM, il me restait 6 mois pour finir. Donc 5 ans après, il me restait 6 mois pour clore ça. C'était 3 cours, donc c'était 12 ou 18 crédits, rien du tout. Et je me dis je vais juste dégager le temps pour faire ça, et au moins j'ai bouclé la boucle. Donc j'ai finalement obtenu mon diplôme 5 ans après, mais je regrette absolument pas ce choix-là parce qu'il m'a permis d'avancer dans ce métier qui m'a tellement passionné. Et encore une fois, la Suisse le permet. Tu vois, l'exemple que je donnais au début, en France, ce serait pas possible. Comment on arrive à être stagiaire et finalement qu'on propose un poste de rédacteur adjoint? Alors, à ce moment-là, j'étais pas stagiaire, j'étais pigiste. Oui. Donc, et on va pas rentrer dans le détail du métier, mais il faut comprendre que dans le journalisme en Suisse, le terme de stagiaire, c'est pas, t'as le stage d'observation, t'es là pendant 2 semaines, tu observes un média, et puis t'as le stage professionnalisant, si on veut, qui est un stage de 2 ans en emploi. Et ça, généralement, ces stages sont effectués au terme de la formation. C'est-à-dire que tu as ton bachelor ou ton master, et là, tu fais au minimum 1 an de stage pour ensuite devenir journaliste professionnel. Ce détail mis à part, donc j'étais pigiste et j'étais impliqué dans ce travail-là. Je prenais ça, c'est important aussi parce que
c'est ce à quoi on voit l'engagement. De manière générale, je trouve dans ce pays, on a en Suisse, on a une notion du travail qui est assez belle, à mon sens. C'est-à-dire que si tu bosses, c'est pas bosser pour bosser, hein. C'est qu'est-ce que tu apportes dans ton engagement au travail. Alors, je sais que moi, je suis un privilégié de pouvoir faire de ma passion mon métier. Mais disons, dès le moment où si tu considères pas ton job comme un travail alimentaire, ce qui était mon cas, en fait, tu comptes pas tes heures, tu comptes pas ton engagement. Et l'employeur, à ce moment-là, à juste titre, il fait des tests, hein. Il te dit, mais en fait, ok, il a l'air, ce gamin, il a l'air bien, il a l'air de bien bosser. On va lui mettre des bâtons dans les roues pour voir ce qu'il vaut vraiment. Donc, en fait, au-delà des piges, alors c'est de voir est-ce que il est prêt à travailler le week-end, les dimanches, moi je les prenais tous, hein. J'adorais tellement ça. J'adorais l'antenne. Donc, ce qui pouvait être considéré comme une punition, moi, c'était une récompense. C'est pas de souci. Ok, je prends mes samedis, mes dimanches, pas de souci. Je veux être à l'antenne. J'adorais ça. Et l'une des punitions entre guillemets, c'était les couvertures du Grand Conseil et du Conseil communal, donc Grand Conseil vaudois et Conseil communal de Lausanne. Il faut savoir que le Grand Conseil a lieu le mardi en journée et le Conseil communal de Lausanne le mardi soir. En fait, c'est des journées interminables. Tu passes toute ta journée déjà dans les travées, à l'époque c'était au Palais de Rumine, du Parlement cantonal, et puis ensuite tu enchaînais avec le Parlement communal. Et ce qui, à juste titre, est plutôt une punition, hein, parce que franchement, quand t'es gamin et puis que tu connais pas vraiment la politique, en plus t'es juste observateur, tu comprends pas vraiment ce qui se passe avec ce bal, tu comprends pas qui sont les gens, etc. Et en fait, moi j'ai adoré ça. Parce que tu étais vraiment au cœur de notre système démocratique, tu voyais comment les choses fonctionnaient, et je trouvais fascinant d'avoir ce rôle-là, qui a un rôle, encore une fois, je considérais que j'étais privilégié de pouvoir accéder finalement aux députés, aux conseillers communaux qui faisaient finalement les lois, et de voir comment tout ça fonctionnait. Et en fait, comme je le prenais pas ça comme une punition, forcément, au contraire, pour moi, c'était un enrichissement. Ce que je te disais, tu apprends des choses, tu rencontres des nouvelles personnes tous les jours. Donc forcément, en voyant ça, un employeur, ce que moi je ferais aujourd'hui aussi, c'est un gars qui est motivé comme ça, j'ai envie de lui proposer des opportunités de se développer. Et puis je suis resté dans cette boîte-là, du coup 7 ans en tout, sur les différentes radios du groupe. Et avec les différentes interviews que j'ai fait, il y a un dénominateur commun, c'est que du moment que tu trouves ce pourquoi tu as envie cette passion que tu as, à aucun moment la charge de travail est considérée comme une charge de travail en tant que telle. C'est-à-dire que peu importe les heures, tu le fais inconsciemment, tu as du plaisir, etc. Et j'ai souvent ce retour-là par rapport à ce qu'ils ont créé et encore ce qu'ils vont faire par la suite. Du coup, tu vas dans ce milieu-là politique. Il y a cet intérêt qui arrive par rapport à la politique, mais ça n'a jamais été un intérêt pour toi avant. Ça l'est devenu à partir de ce moment-là. Alors l'intérêt pour la politique était déjà là avant, puisque j'ai choisi sciences politiques. Oui. Mais c'est un intérêt, on va dire, qui était plus, encore une fois, de la curiosité. Je concevais à ce moment-là l'importance de ce domaine-là. La politique, c'est quand même ce qui, à mon sens, l'un des éléments phare qui définit l'humain. C'est que nous sommes, la politique est incontournable dans une société humaine, incontournable et importante. Donc l'intérêt premier était là, et moi je pas du tout l'idée de me dire je me lance d'une manière ou d'une autre en politique. Non, c'était plus de dire j'ai envie de comprendre ça. Et le rôle de journaliste politique en l'occurrence me convenait assez bien, parce que me convenait assez bien jusqu'à un certain point. Parce que, déjà, encore une fois, tu es privilégié, tu as accès aux décideurs, tu as accès aux décisions, tu comprends un peu comment marche la mécanique, finalement aussi, du système démocratique et des institutions. Passionnant, intéressant. Mais tu te retrouves aussi en tant que journaliste politique, à mon sens, et c'est que mon opinion, mais tu es dans le bon rôle. Parce que, surtout il y a quelques années en arrière, je faisais... t'es journaliste politique. En radio, par exemple, en matinale, tu fais les interviews, ce qu'on appelle de rupture. Donc, tu reçois les décideurs politiques tous les matins à la radio, et puis tu leur rentres dedans. Mais c'est le but, c'est le jeu. Oui. En fait, en tant que journaliste politique, t'as le bon rôle, parce que t'es assis confortablement dans ton fauteuil, t'as ton petit café, tu reçois les décideurs et tu leur dis c'est bien, c'est pas bien, tu leur donnes
j'exagère, hein, mais tu leur donnes des points, tu leur tapes un peu sur les doigts, etc. Et en fait, je trouvais ça un peu facile. Et en tant que journaliste, le rôle du journaliste, et c'est son rôle, c'est d'analyser, de commenter, de critiquer. Le fameux quatrième pouvoir. Mais il me manquait le fait de proposer. Et c'est pas le rôle du journaliste de proposer, c'est le rôle du politique. Donc à un moment donné, il y a le choix de se dire bon, est-ce que je saute le pas, sachant que dès le moment où tu te lances d'une manière ou d'une autre en politique, tu mets de côté un certain nombre de tes activités journalistiques, parce que tu peux pas faire, et c'est normal, tu peux pas mélanger les genres. Là, on va switcher un peu plus tard sur la partie politique, parce qu'il y a deux, trois choses qui m'intéressent. À quel moment tu lances ta société ? Je la lance à un moment où, donc c'était fin 2016. À ce moment-là, je suis rédacteur en chef de la télé de Fribourg. Et puis, je me lance à un moment où j'ai le sentiment d'avoir fait un peu le tour. Dans la carrière journalistique assez classique comme je l'entendais, c'est-à-dire que en fait en Suisse romande il y a ça de particulier vu la petitesse du marché, c'est qu'en fait dans l'audiovisuel il y a une question qui je pense tout salarié se pose à un moment donné, en tout cas tout salarié éclairé, et ça aussi c'est très personnel, c'est pourquoi je bosse et pour qui. Et une fois que tu te poses ces questions-là, si les réponses à ces questions sont pas positives, t'as deux choix. Le premier choix, ce qui est le choix de l'écrasante majorité, c'est de dire bon je fais avec, ou tu fais le choix, et c'était le mien, de dire mais en fait j'ai envie de sortir de ça. Et encore une fois, on revient sur l'aspect de mouvement, dire il faut que tu avances, que tu ailles de l'avant, il faut faire. Et moi, à ce moment-là, si j'avais écouté les gens qui étaient autour de moi, je me serais jamais lancé au niveau comme indépendant ou avec ma boîte, parce que mais les gens qui t'entourent, encore une fois, la plupart du temps, et ils ont raison hein, de s'inquiéter pour toi, parce que ils peuvent pas forcément imaginer, parce que forcément quand tu as quelqu'un, si t'es dans ton quotidien, on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, c'est normal. On est bien, on s'y sent bien. On s'y sent bien. Enfin, on croit s'y sentir bien. Si j'ose, c'est comme le fumeur qui est convaincu que la clope lui fait du bien. T'es convaincu que ton quotidien, mais parce que t'as tes repères et c'est bien. Et je dis pas que c'est pas le cas. Il y en a qui peuvent très bien se contenter de ça. C'est aussi une question de personnalité. À un moment donné, tu te dis soit ça te convient, soit ça te convient pas. Si ça te convient pas, qu'est-ce que tu décides de faire? Et là, en parlant autour de moi, à juste titre, voilà, les gens me disaient, mais attends, Nasrat, et donc là, j'avais même pas 30 ans, hein. Dit, mais t'as un bon salaire, t'as un job où t'as des responsabilités socialement reconnues. Qu'est-ce que tu vas te mettre dans une histoire où tu vas devoir tout recommencer et potentiellement te casser la figure? Parce que, effectivement, si tu regardes les faits, si tu regardes sur le papier, beaucoup de gens me disaient ouais, en plus tu veux te lancer dans le domaine de la communication, mais c'est là où c'est le pire domaine dans lequel se lancer parce que tout est pris. Comment tu veux faire la différence, etc. Bon, mais en fait, si tu écoutes les gens qui t'entourent quand tu veux te lancer dans un projet entrepreneurial ou dans un projet conséquent, si tu écoutes ces gens-là, en fait, tu fais rien. Parce que ces gens-là, et encore une fois, c'est naturel, ils projettent leur propre peur sur toi. Donc, à un moment donné, c'est qu'est-ce que toi, ton feeling, qu'est-ce qu'il te dit? Et moi, mon feeling, mon instinct, il me disait, mais il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. J'ai fait tout ce qu'il faut pas faire en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire te lancer tête baissée. Tu sais, on te dit, ne m'écoutez pas. Il faut un business plan, il faut vraiment réfléchir, s'assurer, faire un benchmark. Et puis une fois à 5-10 ans. Ouais. Voilà, exactement. Mais en fait, moi, je sais que si j'avais fait ça, je ne l'aurais jamais fait. Parce que, mais c'est encore une fois très personnel, c'est le meilleur moyen pour te concentrer sur les choses négatives. Et moi, j'avais pas besoin de ça, j'avais pas envie de ça. Parce que je sais que, mais encore une fois, c'est dans la projection que je me fais. Si je fais un business plan, et peut-être que je devrais le faire à l'avenir, mais c'est sur la base de mes expériences précédentes, ça dépend sur quoi tu te bases. Mais pour te lancer sur un truc où tu t'es jamais lancé dans l'entrepreneuriat, en fait, non, moi personnellement, j'ai bien meilleur temps et je crois que j'ai bien fait de pas faire de business plan parce qu'en faisant un business plan, je vais anticiper tous les problèmes et en anticipant tous les problèmes, je ne vois plus que les problèmes et je reste bloqué.
Pour autant que tu aies anticipé le problème qui finalement va venir, mais que tu n'avais pas anticipé. Ouais, de toute façon, c'est vrai, les problèmes, ils sont, parce que entre ce que tu t'imaginais comme situation et la réalité, bon, en fait, ok, si tu as besoin d'obtenir un crédit de la part de ton banquier, oui, tu fais un business plan. Mais si c'est pour te rassurer, ne fais surtout pas un business plan, parce que ce sera tout l'inverse. Ça va pas te rassurer, parce qu'il y a Bien sûr. 1001 raisons pour lesquelles tu vas te planter. Et tu vas te planter de toute façon. Mais c'est plutôt la question de dire comment est-ce que tu avances. Moi, clairement, alors, je touche du bois, hein, parce qu'on sait jamais, mais professionnellement, c'est la meilleure décision que j'ai prise, parce que tu as, j'allais dire liberté, mais c'est pas vrai. T'as pas une liberté en tant qu'entrepreneur, parce qu'on n'a pas conscience de ce que ça implique en termes de responsabilité. Mais tu as une autonomie. Ou une indépendance, ne serait-ce que d'esprit, qui est beaucoup plus importante, qui est incommensurablement plus importante que si tu es salarié. Et ça n'a pas de prix. Je ne dis pas, ceci dit, que je ne reviendrai jamais au salariat, parce que tu as quand même certains projets, parce que moi je fonctionne en termes de projets, qui impliquent forcément le salariat. Et tant que le projet, en fait, est chose tout aussi importante que le projet en lui-même, mais les personnes qui entourent ce projet t'inspire et que tu as envie d'aller de l'avant. Oui, donc c'est pas une vérité en soi, tu vois. Là, aujourd'hui, dans ce moment, dans ma vie, c'est ça qui me porte. Mais peut-être ce serait différent, ne serait-ce que dans 2 semaines, je sais pas. Toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Ton idée de base de créer cette société, c'était quoi? C'est une société de communication, certes, mais c'était de faire quoi? Mais en fait, de nouveau, tu vois, on revient sur l'histoire du journal à 2 balles. Je me suis pas posé 1000 questions. Je sentais qu'il y avait un besoin en termes dans le niveau privé, des compétences journalistiques. Donc là, on est 2000. Je commençais à réfléchir à ça en 2015 et je me suis lancé réellement tout début 2017. À ce moment-là, ça fait déjà quelques années que c'est l'avènement des réseaux sociaux, de la création de contenu. Et en tant que journaliste, quand tu vois passer des contenus, forcément, tu as une déformation professionnelle. Tu dis, mais le truc, il est mal emmanché. C'est ça. Pour reprendre des termes journalistiques, ça manque d'angle. L'angle, il est pas tenu dans le sujet. Et ce serait tellement plus efficace si l'angle était tenu du début à la fin, plutôt que de mettre 1000 idées sur un truc. Et puis, tu as forcément aussi les compétences audiovisuelles, si tu es journaliste audiovisuel. Donc, tout ça fait que je sentais que la compétence journalistique était quelque chose qui pouvait être utile sur le marché. Mais j'avais sous-estimé cette plus-value finalement journalistique. Très rapidement, j'ai été contacté par des entreprises, mais aussi par des institutions publiques pour les accompagner justement sur la communication, pour amener justement cette compétence éditoriale sur la création de contenu qui était de plus en plus importante à ce moment-là. Et puis de fil en aiguille, ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est qu'en fait en Suisse romande, il y a un véritable manque, ou il y avait en tout cas un véritable manque sur le marché très spécifique de la communication politique. Et moi j'étais complètement abasourdi, parce que dans un pays comme la Suisse, où on vote 4 fois par année, fois le nombre d'objets fédéraux, fois le nombre d'objets cantonaux et communaux, et tu rajoutes à ça les dates d'élection. Mais comment un pays qui vote autant n'a pas plus de boîtes spécialisées dans la communication politique? On se courait après, hein. Et en fait, là, naturellement, vu les compétences, ma passion et mon intérêt pour la politique et mes compétences journalistiques, je me suis retrouvé naturellement à répondre véritablement à un besoin sur le marché. Donc c'est vraiment cet aspect-là que j'ai développé en tant qu'entrepreneur, c'est justement cette communication politique auprès d'institutions publiques ou de partis politiques. Je reviens donc sur ton parcours avec la création de ta société. Tu crées ta société, tu es toujours dans le journalisme avec ta société, et à quel moment tu te décides de rentrer en politique? Parce que dans ton livre, tu parles que en échange avec des amis, dans un repas, ça se parle, ça s'échange, tu dis c'est pas encore le moment et faut autres. Pas toujours écouter ses amis. Des fois. Et du coup, comment finalement, parce que tu dis c'était pas le moment, donc ça veut dire que tu avais déjà une petite idée de te dire je me lance en politique ou pas? Parce que cette phrase m'a quand même surpris dans le sens où on sait que tu t'es lancé dans la politique, mais dans ce repas-là, tu dis c'était pas le moment. Donc ça veut dire. Ouais, c'est marrant que tu relèves ça, parce qu'effectivement, ça veut dire que au fond de toi,
Je soupçonne, peut-être que je me trompe, hein, mais je soupçonne une grande majorité des journalistes politiques de rêver de faire de la politique. Et c'est normal. Je pense pas que tu puisses, en tant que journaliste politique, être au quotidien dans ce monde-là et pas à un moment donné, comme c'était le cas pour moi, te dire mais moi je ferais des choses différemment. Je pense qu'il y a ça peut-être à améliorer. Il y a peut-être une autre manière de voir les choses. Et à la base c'est ça. Vraiment, c'est cette envie-là de dire mais j'ai envie moi aussi de contribuer. Donc t'as ça un peu dans un coin de ton esprit. Et puis t'attends le bon moment. Sauf que c'est comme tout. En attendant le bon moment, il arrivera peut-être jamais. Tu sais, c'est cette fameuse théorie que j'aime bien de l'homme qui attend le bus. T'es à l'arrêt de bus, et puis ça fait 5 minutes que t'attends le bus, il devait arriver il y a 5 minutes. Il est pas là, le bus. Bon, tu te dis, je vais rester. Tu restes encore 5, 10 minutes, 15 minutes de plus. Et t'es convaincu que plus tu attends le bus, plus il y a des chances que le bus arrive. Mais absolument pas. T'as aucune idée de peut-être que le bus, il est bloqué et puis qu'il va arriver dans 2 heures. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, c'est plus une question d'opportunité. C'est que si tu attends le bon moment pour que ça vienne, ce bon moment n'arrivera peut-être jamais. Et là, même si j'estimais dans ma tête que c'était pas le bon moment, bah il y a juste une opportunité qui se présente, qui est que d'abord, bah c'est effectivement autour d'un repas, mes amis qui me disent mais bon bah vas-y lance-toi maintenant, on te verrait bien. Et puis autour de ça, bah t'as une circonstance ou un environnement qui t'offre la possibilité de te lancer. Donc d'être en mouvement. Donc moi, dès le moment où j'ai une opportunité d'être en mouvement, en l'occurrence celle d'être sur la liste principale du PLR Vaud pour le Conseil national, l'élection au Conseil national en 2023, ben, je le fais. J'aime bien aussi cette idée c'est quelque chose que j'ai jamais fait, c'est un monde que je ne connais pas, et moi j'ai ce besoin constant pas de me mettre en danger, mais de sortir de ma zone de confort, parce que je sais la valeur que c'est que de sortir de sa zone de confort. C'est toi, Oscar, comme toi là maintenant. Totalement. Je veux dire, à quel moment tu t'es dit je vais filmer, faire des podcasts, c'est pas ton métier, t'es pas du tout issu de ça. Bah moi j'ai beaucoup d'admiration pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté sans problème, sous réserve d'une première rencontre, hein, quand même, parce qu'on sait jamais sur qui on tombe. Mais ça j'apprécie beaucoup parce qu'il y a cette volonté de dire ok, je sors de ma zone de confort. Ben là c'est juste ça mon principe de base et le fait d'être en mouvement. Eh ben pourquoi se poser 1000 questions? Ok, il y a des gens autour de toi qui y croient, qui te portent. Il y a des opportunités qui se créent. Vas-y, tu verras bien ensuite ce que tu en retires, tout simplement. Comment ça se passe quand on veut se lancer en politique par rapport à, je parle pas forcément à ton parcours, mais pour quelqu'un qui est non initié, moi typiquement, je veux me lancer en politique, on arrive, on tape à la porte de Monsieur Brella, j'imagine à l'époque, et puis on se dit, je vais me lancer en politique, ou comment ça se passe? Bon, alors moi je suis pas le bon exemple parce que j'ai pas du tout fait les choses comme, d'ailleurs ni dans le métier de journaliste ni normalement alors en Suisse, hein, ce que tu devrais faire, c'est ce qu'on m'a d'ailleurs à juste titre reproché quand je me suis lancé, c'est que je n'ai pas fait mon catéchisme au sein du parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas fait mes gammes. Je suis arrivé sans avoir fait mes gammes, et dans un parti traditionnel avec une telle histoire comme le PLR, tu fais, et c'est le cas pour beaucoup de partis, tu commences tôt, pas forcément jeune, hein, mais tu commences tôt entre le moment où tu te lances en politique et le moment où tu peux espérer avoir un mandat électif. Pour certains, ils attendent ça pendant 30 ans, 40 ans. Donc la voie royale, si tu veux, pour faire de la politique en Suisse, généralement, c'est juste de s'impliquer, à mon sens, hein, de s'impliquer de t'engager dans les associations, les causes qui sont importantes pour toi. Et naturellement, en t'engageant, tu vas arriver sur le terrain politique. Et il n'est pas forcément partisan, hein, le terrain politique. C'est pas forcément endosser un parti X, Y, Z. Tu as 1000 manières de faire de la politique, et encore plus dans un pays comme la Suisse. Par rapport à la politique, alors hormis le côté est-ce que je suis légitime ou pas légitime, parce que tu as quand même un bagou au niveau du journalisme politique, c'est quoi ce que tu défends finalement en politique? C'est quoi ce que tu veux finalement amener en politique? Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, forcément, tu es le produit d'où tu viens et de ton parcours. Donc moi, venant d'où je viens, donc de l'Afghanistan, je suis peut-être plus conscient, je me trompe pas, hein, peut-être, mais j'ai l'impression d'être plus conscient de la valeur du système démocratique. Ce que c'est que de vivre dans un pays en paix.
Mais ça, on n'en a pas conscience, mon cher Oscar. Pas du tout. On se rend pas compte, en plus, là, une période où c'est absolument terrible ce qui se passe au niveau mondial. On est dans une période aussi d'instabilité très grande. On est là dans un pays qui a réussi, on peut le critiquer autant qu'on veut, ce pays, la Suisse, est évidemment plein de défauts. Mais là, je parle, j'ai le lac juste derrière toi. Mais en fait, ce côté paisible que l'on a, et cette paix, elle ne vient pas de nulle part. Elle a été construite. Et elle doit absolument être préservée. Donc, l'engagement politique, pour moi, d'où je viens, donc la question, c'est d'où est-ce que tu parles aussi? Et moi, je parle à travers justement cette expérience-là et d'où je viens. Mais je sais que, peut-être plus que d'autres ici, je sais ce que c'est que la valeur de la paix, ce que ça implique, et ce que ça représente. Donc déjà, ça peut paraître un peu bisounours, mais c'est la réalité. On n'en a pas conscience, ni de la beauté de ce pays, ni d'ailleurs de cette paix. Donc l'engagement politique, c'est aussi pour d'une certaine manière contribuer à garder, à nous préserver finalement du chaos qui nous entoure. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est aussi une question d'engagement, au-delà des sujets précis, mais d'engagement de ce que tu veux. Tu vois, on parlait d'exemplarité tout à l'heure, de dire, mais moi je sais que, par exemple, des personnes issues d'un parcours migratoire sont très peu représentées. Proportionnellement, je veux dire, on a un pays où il y a l'écrasante majorité des personnes dans une ville comme Lausanne, par exemple, est issue d'immigration. Enfin, l'écrasante majorité, une bonne part non négligeable. Et si tu regardes en fait la composition du pays et tu regardes la composition de nos représentants politiques, c'est quand même assez dissocié. Et je trouve qu'il est important que il y ait une diversité aussi des représentants de tout horizon, de tout âge, de toute profession, de tout parcours. Donc je dirais c'est parmi tant d'autres choses ces éléments-là qui me poussent à m'engager en politique. Et maintenant, si on reprend aujourd'hui, c'est quoi la suite? Eh ben, je ne sais pas. Là, donc, il y a une expérience au niveau politique d'élection. Alors déjà, c'est à titre personnel, c'est extrêmement enrichissant parce que j'ai découvert de nouvelles personnes. Tu vois, moi, ce qui m'habite, c'est justement le fait c'est des rencontres, c'est d'apprendre, c'est la curiosité. Donc ça, déjà, j'ai été servi. C'est aussi, c'est pas anecdotique, c'est d'être membre. Tu te sens vraiment membre d'une famille politique. Pour moi, c'est une fois que quand tu y es, que tu te rends compte de ça. Tu sais, c'est comme le mot famille est assez révélateur. C'est comme un repas de Noël. Tiens, t'es avec ta famille à un repas de Noël. Ben forcément, t'apprécies pas tout le monde t'apprécie pas. Mais il y a une communion autour de toutes ces personnes parce qu'il y a un partage de valeurs, il y a un partage tu te bats en l'occurrence en politique, tu défends des causes ou des valeurs sur lesquelles en général et en majorité tu te retrouves avec les différentes personnes. Donc ça c'était déjà une expérience extrêmement intéressante, enrichissante. Aussi au niveau professionnel, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de conseillers en stratégie politique qui ont eux-mêmes vécu une campagne d'élection, et je ne conseillerais pas du tout les choses de la même manière aujourd'hui que je le faisais avant. Tu te rends pas forcément compte de ce que c'est que de vivre dans ta chair une campagne aussi intense que celle pour le national. Et puis pour le reste, on verra. Il y a d'autres échéances. Je vais pas m'acharner si ça ne marche pas, mais je suis pas du genre à abandonner à la première défaite non plus. Donc on verra bien tant que je suis en mouvement. Encore une fois, tant que j'apprends des choses et que je m'enrichis avec les gens qui m'entourent, je vais de l'avant et je me pose pas mille questions. On a vite sauté ce point que je voulais aborder. Parmi tout ton parcours, parce que là on est arrivé sur la partie politique qui est celle qui nous anime aujourd'hui, mais il y a quelque temps, tu as écrit un livre, Accent Suisse. La volonté d'écrire ce livre, c'était de partager ton parcours de vie. Quelle a été l'idée finalement derrière cette création? Alors, pour être tout à fait honnête, moi j'avais pas envie d'écrire ce bouquin. De nouveau, c'est une question de quels sont les gens qui t'entourent et quelles sont les opportunités. En l'occurrence, c'est mon ami Pierre-Marcel Favre, éditeur, que je connais bien, que je vois très souvent, et lors de l'un de nos nombreux déjeuners, me dit à un moment, il faudrait que t'écrives ça.
Et je dis, ouais, ok, Pierre-Marcel, on verra. Et puis, quand je lui parle de mon projet politique, il me dit, bah, c'est le bon moment. Et je dis, et en fait, forcément, dès le moment où tu écris un livre, qui plus est sur ton parcours, bah, tu t'ouvres sur ton intimité, et j'avais pas envie forcément de ça. Et puis voilà, c'est un ami, Pierre-Marcel Favre, qui se trouve être éditeur, qui me propose de faire ça. Et là encore, de nouveau, on retrouve, si tu veux, les mêmes fondamentaux. C'est ok, c'est pas quelque chose que je voulais, mais ils m'en parlent. Bon, pourquoi pas? Moi, j'aime bien écrire, j'adore lire. Si un éditeur estime que ce que j'aurais à raconter pourrait intéresser un public, bon, pourquoi pas? Et en fait, là encore une fois, c'est une expérience. Bah, on n'a jamais écrit de bouquin. Alors c'est un petit bouquin que j'ai fait en toute modestie, mais j'ai jamais fait. Donc voilà, c'est encore une chose que je rajoute une corde à mon arc grâce à cette expérience, en l'occurrence de la campagne politique, où il y a eu cette possibilité-là. Je l'ai fait, et c'est aussi, alors c'est encore un autre sujet qu'on pourrait ouvrir, mais là, pour le coup, la littérature, toute proportion gardée évidemment à mon échelle, mais le fait d'écrire, moi j'ai vraiment compris ce que c'était qu'écrire, pas un article de journal, mais écrire quelque chose qui est plus conséquent, ce que ça implique en termes de ma part en tout cas, de discipline, et ce que ça implique en termes d'implication, et aussi le fait que dès le moment où le bouquin est sorti, mais il t'appartient plus. Il y a une sorte de vertige à ce moment-là. Enfin voilà, des choses, des éléments en fait que moi j'avais jamais connus, des sentiments que j'avais jamais connus auparavant, que j'ai eu grâce à la rédaction de ce livre. Et le problème, c'est que c'est très engageant, c'est très impliquant. Et une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage, tu as envie de recommencer parce que c'était pas mal. Parce qu'en fait, tu apprends. Tu penses que tu délivres juste quelque chose, mais en fait, tu apprends tellement sur toi-même. Et je peux comprendre vraiment les gens qui font de l'écriture un mode de vie. Dans ton livre, justement, tu parles de ta compagne. Pour moi, c'est un sujet qu'il faut aborder aussi, parce que je sais par rapport à moi et par rapport à ce projet de lancer un podcast vidéo et encore une fois de sortir de sa zone de confort, etc. Elle m'appuie à 100%. C'est pas d'un commun accord, mais elle y croit autant que moi, donc du coup moi je me sens pousser des ailes, et du coup comme tu dis, je suis toujours en mouvement. Te concernant, c'est quelque chose que, vu la charge de travail entre l'entreprise, la politique, l'écriture, etc., comment on arrive à trouver du temps aussi pour soi finalement? Alors c'est une bonne question. Je pense que pour moi c'est plutôt comment tu considères le temps que tu consacres à toi ou à vous en termes de couple. En fait, c'est très personnel comme question, parce qu'il y a des gens qui vont, par exemple, considérer que c'est extrêmement important de passer beaucoup de temps en termes quantitatifs. Moi, pas forcément. C'est plutôt l'aspect qualitatif. Je peux passer peu de temps en l'occurrence avec ma compagne, mais est-ce que ce peu de temps, est-ce qu'il est qualitatif? Est-ce que on est vraiment ensemble? Et moi, c'est tout ce qui compte. En fait, c'est pas une question de... Tu fais pas un tableau Excel en disant que j'ai passé tant d'heures. Et puis la vraie question pour moi là-dedans, et c'est de manière générale, on revient sur l'entourage. C'est qui t'entoure, ou je vais être même plus précis, de qui tu décides de t'entourer. Et je crois que c'est un vrai choix. C'est à un moment donné, il y a des gens, et c'est naturel. Encore une fois, les parcours de vie font que tu t'éloignes parfois d'amis d'enfance. D'autres fois, c'est un choix conscient que tu dois avoir de dire je vais me séparer de telle ou telle personne, parce que ces personnes peuvent, à un moment donné, dans ta vie, peut-être te bloquer. Et puis encore une fois, on revient sur l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est toi qui as choisi, par exemple, la personne qui t'accompagne dans ta vie, ou est-ce que c'est cette personne qui est venue à toi? Alors, moi, j'aime bien avoir l'idée peut-être présomptueuse et totalement fallacieuse de se dire que tu choisis et que tu as un contrôle sur sur ta vie et les choix que tu fais. Mais je suis ouvert à quelque chose qui est plus de l'ordre métaphorique. En gros, sachant, je vais le dire plutôt comme ça, sachant que les gens qui t'entourent ont une telle influence sur ta vie, choisis-les bien, tant qu'à faire. C'est vrai. Parce que, et ça va dans les deux sens, hein. Moi, je le vois très bien. C'est aussi au niveau entrepreneurial aussi, le moment où je me suis véritablement lancé, ça a coïncidé avec des amitiés très fortes, avec des gens qui m'inspiraient sur le plan entrepreneurial. Et c'est eux qui m'ont poussé,
qu'on peut appeler des mentors, par exemple, qui te disent, bon voilà, maintenant t'arrêtes tes conneries, tu y vas, maintenant t'arrêtes de te tourner les pouces, tu fais ça, et puis t'as besoin de ça aussi de temps en temps. Mais il faut accepter, alors déjà il faut les reconnaître, ces gens-là, il faut accepter que ça va pas être une partie de plaisir. Mais une fois que t'as accepté de ça, au bout, tu sais que t'es gagnant. Moi, j'ai souvent, surtout dernièrement avec la charge de projets, de choses qui me passent par la tête, c'est cet équilibre à trouver entre justement ces projets ou ces parties de toi qui vont un peu dans tous les sens. C'est cet équilibre qui m'amène. Alors moi, mon équilibre, c'est ma femme, ça c'est aucun doute dessus. Mais c'est vrai, c'est de trouver cet équilibre, c'est très compliqué sans qu'il y ait quelque chose qui prenne le dessus à un moment donné. Par rapport à encore une fois, et puis je pense qu'on finira avec ça, parce que c'est encore quelque chose qui m'intéresse. Du moment que tu es dans la création d'entreprises, journalisme, etc., et que tu décides de partir en politique, comment tes parents le prennent, le vivent, etc. Parce que tu disais que dans la première partie, quand tu décides de totalement changer d'orientation, encore une fois, très prévenant, ils t'ont dit, bah voilà, nous on n'aime pas, mais voilà, si tu le sens, fais-le. Est-ce que ça a été le même discours? Bon, après, t'es plus grand, t'es plus âgé, t'es plus mature. Oui. Voilà, on n'est pas dans la même. Non, alors je pense qu'effectivement, alors c'est toujours le même principe de leur point de vue, mais non, je crois que c'était pour eux comme pour beaucoup de mon entourage, il y avait pas de surprise en fait. Ça, par contre, pour le coup, c'était quelque chose qui semblait assez logique pour mon entourage, qu'à un moment donné, je me lancerais en politique. Et encore une fois, je le fais en toute modestie parce que je me suis lancé en politique, mais je ne suis pas politique aujourd'hui. Je veux dire, c'était il y a quelques mois en arrière, c'était la période, je pense, la plus intense de ma vie, justement sur cette question de gestion du temps, de l'énergie, parce que t'as une boîte à gérer, t'as ta vie privée, et puis en même temps t'as une campagne à mener. Et puis là, la particularité d'une campagne nationale, c'est que la circonscription elle est cantonale. Alors si t'es dans un canton comme Genève, qui est relativement urbain et plus petit, ça va encore, mais ça on s'en rend pas vraiment compte. Mais le canton de Vaud, quand tu fais sur une journée, t'es à Nyon et puis que tu dois passer par Moudon et Montreux, finir à Châteaudet. Ça fait quand même ça fait des sacrées journées et puis voilà, au-delà du fait en termes d'énergie aussi, parce que quand tu es en campagne, tu dois donner le change, tu dois être présent, et voilà, c'est une période qui était très intense. Encore une fois, j'en retire beaucoup de positifs, mais pour revenir à ta question, non, il n'y a pas eu de surprise ou c'est une continuité pour mes parents, et à ce moment-là peut-être une sorte de fierté aussi, de dire voilà, c'est au vu de ce qui a été fait, entre guillemets, accompli avant, c'est un élément logique qui vient s'ajouter à ça. Mais je tiens à préciser vraiment que l'aspect politique, c'est pas comme si, c'est pas genre on se lance en politique et au détriment ou d'autres choses, où on abandonne le reste. C'est encore plus en Suisse, la politique vient et doit même s'ajouter, être en complémentarité à d'autres choses. Et c'est extrêmement important pour aussi avoir un pied sur terre. Parce que si tu fais que de la politique, moi ça me fait pas rêver de voir les systèmes politiques qui nous entourent, notamment où c'est une profession, tu deviens professionnel de la politique, mais du coup tu es hors sol par rapport aux réalités du terrain. Donc le fait d'être accessoirement, potentiellement à l'avenir avoir une activité politique viendra s'ajouter à la gestion d'une entreprise, la gestion des projets au quotidien, et puis la gestion, parce qu'on est de ta vie personnelle aussi. Moi, il y a la fin de ton livre me plaît beaucoup, où il y a juste une date et il n'y a plus rien derrière. Là, dans toute la page, il y a juste une date. Et j'aime bien parce que ça laisse justement l'imagination et encore de la place pour tout le reste. Que ce soit au niveau politique ou au niveau privé, professionnel et autres, il y a autre chose qui peut venir à la suite de ça. Et c'est un petit peu ce que je vais te souhaiter pour la suite, parce que là, on arrive au bout de cette interview. Moi, j'ai eu en tout cas beaucoup de plaisir à t'interviewer. C'est vraiment quelque chose, encore une fois, j'ai la chance pour l'instant de pouvoir choisir, sélectionner les gens que j'ai envie d'interviewer et en plus avoir des retours positifs, ce qui est ton cas. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie. Et comme pour le livre, moi, sans savoir ce qui va arriver, je te souhaite
tout le bon et tout le meilleur pour la suite dans ta vie professionnelle comme dans ta vie privée. Eh ben, merci beaucoup, Oscar. Je te retourne aussi la même chose, en fait, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de pouvoir s'avancer, s'engager dans un projet comme celui-ci, tu le vois déjà maintenant, mais si tu vas de l'avant encore plus, il n'y a rien de mieux, à mon sens, pour t'enrichir que de passer du temps avec des gens. Et qui plus est, dans ce cadre-là, puisque forcément, tu as un cadre intimiste dans lequel tu vas pouvoir aussi évoquer des sujets personnels avec les gens qui t'entourent. Donc, et tu le fais plutôt bien. Merci, c'est gentil. Bravo et bonne continuation à toi. Merci.